Oui, bonsoir. J'avais deux questions au professeur Pellissolo qui prolongent un peu les dernières questions de Corentin. La première, c'est sur l'immortalité, le rapport à l'immortalité de la jeunesse, notamment. Lorsque je discute avec mes parents, qui sont d'une autre génération que moi, celle qu'on appelle la génération du baby-boom, je me rends compte qu'on a un rapport au même âge à l'immortalité qui est extrêmement différent. Eux me disent, à 25 ans, on se sent immortel. J'ai pas l'impression que ce soit le cas dans ma génération aujourd'hui, auprès de mes proches. Et j'ai l'impression que cette rupture, alors j'en cherche la cause, je ne sais pas si c'est le sida qui a pu rendre, par exemple, à un moment, des vecteurs d'immortalité comme le sexe ou la fête, aussi des vecteurs de mortalité. Je ne sais pas si c'est la guerre, la pandémie, le réchauffement climatique. Mais en tout cas, je voulais vous demander si, en tant que psychiatre, vous remarquiez cette différence dans le rapport au sentiment d'immortalité que pouvaient avoir les jeunes de mon âge. La deuxième question, c'est sur, en vous écoutant, je me disais qu'en fait, le comportement du dépendant au carbone que nous sommes me semble assez proche en fait du comportement du toxicomane. Je le sais parce que je suis toxicomane, je suis fumeur, quoi. Et je suis dépendant au carbone, c'est-à-dire je suis obligé de prendre ma voiture pour aller travailler. Et vous aurez beau me dire qu'il ne faut pas que je fume cette cigarette parce que dans 50 ans, je me féliciterai, ça n'a absolument aucune incidence. Et vous aurez beau me dire que j'ai beau faire ces 1h30 de transport en commun plutôt que ces 30 minutes de voiture, ça n'aura aucun effet. Donc je vais vous demander, là encore en tant que psychiatre, si vous voyez un rapport entre notre dépendance au carbone et la toxicomanie. Voilà. J'ai combien d'heures pour vous répondre? Je sais pas. Non, mais c'est passionnant, mais et puis je suis un peu bavard, donc je vais essayer de me retenir. Sur la première question, c'est vraiment une question philosophique complexe, donc il faut rester humble. Mais en effet, un des aspects a priori qu'on constate, c'est un changement assez radical, en tout cas chez certaines personnes, je pense que c'est difficile de faire des généralités absolues, mais de ce rapport, en effet, à son existence et à... alors, l'immortalité, c'est pas les boomers, hein, c'est la nature humaine normalement. C'est vrai que dans notre psychologie, on a ce qu'on appelle une pulsion de vie, qui est de dire, qui est de même pas de jamais se poser la question de la finitude. Et puis un jour on y vient, mais ça en effet, heureusement qu'on a cette pulsion de vie, et heureusement qu'on l'a toujours eu depuis le début de nos ancêtres, même avant les Homo sapiens. Sinon on n'aurait pas surmonté tout ce qu'on a surmonté, et notamment continuer à faire des enfants, parce que c'est là que j'en viens au propos de tout à l'heure. C'est en effet cette sensation de finitude proche, concrète en effet, est quand même un tournant, qui pourrait être un tournant majeur si elle se révélait générale, c'est-à-dire qu'on arrête de faire des enfants, par exemple. Ça veut dire l'extinction de l'espèce, voilà, tout bêtement. Je ne sais pas du tout où on en est réellement, mais il y a un sondage, enfin c'est pas un sondage, il y a une grosse étude scientifique publiée l'an dernier, à peu près à la même époque, sur 10 000 jeunes dans le monde, 15-30 ans quoi, à peu près, ou 15-25 ans, dans laquelle on posait la question, et il y a 1000 Français qui ont été interrogés, je me souviens des chiffres français parce que j'avais regardé, 45% je pense des jeunes de cet âge en France pensent que l'humanité est condamnée. Alors, on ne dit pas dans quel terme, mais bon, voilà. Mais c'est quand même lourd, quoi, comme sentiment. Et à peu près 50% considèrent que leur vie est menacée par le changement climatique. Ça portait vraiment sur l'éco-anxiété. Donc, en effet, c'est du lourd, quoi. Bon, après, cela dit, comme toujours, c'est complexe, c'est sûrement polymorphe, et il n'y a pas une réponse, évidemment, en blanc ou noir. Sur la deuxième question aussi, vaste champ, la relation entre l'hyperconsommation, oui, c'est vraiment ça, l'hyperconsommation et toutes les conséquences et les causes en termes économiques, en termes de développement économique et le capitalisme qui l'a soit nourri, soit qui s'en nourrit, l'hyperconsommation, effectivement, est lié à un besoin irrépressible qu'on a dans notre cerveau, qui est de répondre à un besoin fort de plaisir immédiat, Bon, qui est une fonction vitale aussi, parce qu'on ne l'aurait pas, on ne serait pas vivant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas fait des pieds et des mains pour trouver de la nourriture dans une savane très pauvre. Et donc, on a un cerveau qui est fait pour aller chercher la récompense
Et il y a un système dans le cerveau qui est le système de la récompense, qui est le moteur principal de l'action et qui est lié à une hormone qu'on appelle la dopamine, que maintenant tout le monde connaît un peu, et qui est une substance effectivement qui crée l'addiction, donc quel que soit le produit, tabac, mais aussi les jeux vidéo, enfin tous les renforçateurs, et qui poussent à consommer toujours plus et à produire toujours plus, puisqu'il faut consommer. C'est une forme d'addiction. Et ça, c'est bizarre parce que on peut dire c'est pas le propre de l'homme. Tous les mammifères fonctionnent comme ça. Sauf que le propre de l'homme, c'est en plus d'être très intelligent et de trouver quand même des moyens de produire et de consommer derrière. Et il y a une étude aussi là, assez passionnante qu'on cite souvent. On compare la capacité à différer un comportement et avoir une récompense, c'est-à-dire à avoir de la patience d'un être humain, d'un singe, d'un chimpanzé et d'un bonobo devant une tâche informatisée pour essayer de faire quelque chose d'expérimental, et ça a été fait comme ça. Et ben, d'après vous, qui est le plus patient dans les trois quand on propose une récompense et qu'il vous différez un effort, enfin il faut faire un effort de patience, et ben, c'est l'homme qui est le moins patient, qui peut le moins différer. Alors bon, c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais dans la tâche en question, ils ont fait ça avec des bonobos et des chimpanzés devant la même tâche d'ordinateur, et l'homme est encore moins, patient, et donc voilà, surréagit comme ça. Donc voilà, il faut le savoir pour pouvoir ensuite faire avec, parce qu'heureusement on peut faire avec. Et apprendre aux enfants à différer, c'est fondamental. À supporter la frustration, c'est fondamental. Enfin, il y a toutes ces questions derrière. Attendez. Bon. Vous parliez de fission nucléaire. Fusion. J'arrive pas trop à comprendre en tant que terrienne, en fait, pourquoi on essaye toujours de les fabriquer de l'énergie alors qu'il y a une énergie tellement naturelle qui est le soleil et la foudre. Pourquoi il n'y a pas d'études poussées là-dessus, extrêmement poussées ? Alors, tout est naturel, hein. Au fond, voilà. Non, le soleil, c'est la source ultime de toute l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, à part le nucléaire, effectivement. C'est-à-dire que les hydrocarbures, c'est de la vieille, ce sont des vieux végétaux, qui ont fait de la matière organique en utilisant l'énergie du soleil. Les panneaux solaires, l'éolien, c'est les courants aériens ce sont les vents qui sont dus d'une part à la rotation de la Terre, mais aussi à la chaleur, au réchauffement de certaines zones de l'atmosphère par le soleil. Donc en fait, la gravité, les barrages, c'est l'eau qui a été évaporée des océans, qui a plu en haut des montagnes et qui recoule. Donc en fait, effectivement, vous avez raison, le soleil, c'est ce qu'il y a de plus... c'est la source principale d'énergie. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on cherche toujours des sources d'énergie ? Je pense que c'est bien la question. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé du pétrole ? Pourquoi est-ce qu'on a mis des moulins à eau ? Après, mais la question naturelle, pas naturelle, n'est presque même pas la question, parce que on voit bien que dans ce qui intéresse collectivement les humains par rapport à une source d'énergie, c'est efficace, pas efficace, c'est pas naturel. Voilà. Donc là, on fait entrer dans l'équation le côté ça réchauffe ou ça réchauffe pas. Mais bon, on voit bien que c'est quand même très secondaire dans l'équation. Pour l'instant, on reste une civilisation du charbon, avec quelques éoliennes, etc. Donc, voilà. Par ailleurs, la foudre, on a fait un article il y a quelques années dessus. C'est pas du tout efficace. Voilà. Non, en fait, l'idée, c'est que, alors, j'ai plus les détails, mais je me souviens qu'il y avait eu un projet d'architecte, mais fou, lui. Je me souviens plus, mais c'était l'idée. Il y a un lac en Amérique du Sud, qui est l'endroit où on reçoit où il y a le plus d'orages. C'est vraiment, il y a un orage, il y a 2 orages par jour, quoi. Et donc, l'idée, c'était, dans l'idée d'utiliser la foudre, c'est ici qu'il faut mettre le super paratonnerre qui va servir à produire de l'électricité et tout. Et donc, ils ont fait des calculs très sérieux et ça ne marche pas, en partie parce que c'est des décharges hyper puissantes et hyper courtes qui ne sont pas compatibles en fait avec
l'idée de pouvoir récupérer cette énergie, la stocker, la redistribuer. C'est de l'électricité qui n'est pas, qui est pas sous le format qui nous correspond, si vous voulez. La fusion est plus est jugée par les scientifiques. C'est pas moi. A priori, la communauté scientifique cherche à chercher un peu dans ce coin-là. Ça marche pas. Il y a beaucoup d'argent qui est investi dans la fusion parce qu'ils considèrent eux qu'il y a un potentiel réellement gigantesque. Après, je peux pas vous dire c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Après Alors, on va juste prendre Antoine qui veut répondre, Philippe juste après, et ensuite on a une autre question. Après, et ça va être partie des bonnes nouvelles, parce que des bonnes nouvelles, de temps en temps, il y en a. J'ai appris il y a 2-3 jours que la Grèce, pour la première fois, avait été à 100% alimentée en électricité renouvelable. Donc, entre leur éolien qui est extrêmement développé ici, en France, on a tendance à se crisper sur l'éolien, mais il y a des pays qui, par exemple le Portugal, 35% de son électricité vient de l'éolien, alors que c'est un pays beaucoup plus petit que la France. Ici, en France, on est à 4-5% laborieusement. Donc, comme quoi ça peut être possible, donc un pays comme la Grèce, entre l'éolien et le solaire, pendant une journée, parce que c'était une bonne conjonction de beaucoup de vent et beaucoup de soleil, ils ont réussi à être à 100% renouvelables pendant une journée. Et à l'année, ils sont à 46% de renouvelables en Grèce, par exemple. Et donc, comme quoi, je suis d'accord que c'est un peu tout le débat entre renouvelable ou faible émission. D'ailleurs, parce que le nucléaire, c'est pas du renouvelable, mais c'est de la faible émission. C'est donc tout le fond du débat de gens qui disent qu'il faut travailler sur les deux volets, donc fusion, fission, etc. Et ceux qui disent non, il faut mettre tout le paquet uniquement sur le renouvelable, le solaire et l'éolien. Philippe Arnaud ? Oui. Alors, ce qu'il faut voir aussi d'un point de vue scientifique, c'est qu'effectivement, on peut dire on va s'intéresser au soleil, mais il y a aussi des questions de rendement. C'est-à-dire que le soleil ne nous apporte pas suffisamment pour les besoins mondiaux actuellement. C'est pour ça qu'on va utiliser ces carburants fossiles, et ces carburants fossiles c'est du soleil qui a été stocké pendant des millions d'années, ou de la biomasse, ou du bois. Un morceau de bois, c'est un morceau de soleil qui a été matérialisé et qu'on va réutiliser ensuite, soit pour se chauffer, soit pour la construction. Et cette notion de rendement, les scientifiques, ils essayent de travailler dessus. Quelle est la voie principale entre le soleil et puis la production donc, d'énergie? C'est la photosynthèse qui se passe dans les végétaux. Le rendement de la photosynthèse, c'est 1%. Et je peux vous dire qu'il y a des milliers de scientifiques qui essayent de faire passer ce rendement. Si on arrivait à le faire passer de 1% à 2%, ce serait une révolution. Mais c'est très compliqué. Et je vais en profiter pour parler du deuxième projet de recherche sur lequel je travaille, avec une chercheuse italienne qui s'appelle Silvia La Sala. Et elle a repris une vieille idée, c'est de dire, quand on fait de la production d'énergie, par exemple dans une centrale thermique, comme on en a autour de nous à la Max, il y en avait une ici, juste à côté, à Richemont, eh bien, on utilise un fluide qui est de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, donc on la chauffe, et puis on la fait tourner dans une turbine, et on produit de l'électricité de cette manière-là. Et puis ensuite, eh bien, cette vapeur, elle est détendue, elle est condensée, et elle va faire tout un cycle. Et le rendement de ces machines-là, c'est d'environ entre 20 et 40%, ces machines thermiques. Et elle a repris une vieille idée d'un scientifique anglo-saxon qui, en 1957, a dit « Mais si, au lieu de prendre un fluide comme l'eau, qui est un fluide inerte finalement,
qui n'apporte pas de réaction chimique, on prenait un fluide qui apportait une réaction chimique, parce que dans les fluides qui ont une réaction chimique, on peut produire de la chaleur. Eh bien, on arriverait à peut-être théoriquement à multiplier le rendement par 4. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, c'est des voies pour essayer d'améliorer les rendements, mais toute la communauté scientifique essaye, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc c'est toujours une question d'efficacité et de rendement. On a 2 questions juste là et ensuite une question d'une jeune fille, je crois, au fond. Oui, bonjour. Dans l'alimentation, il y a un outil qui a été inventé par des chercheurs qui est simple, ça s'appelle le Nutri-Score, et il commence à porter ses fruits en termes de lutte contre la malbouffe, etc. C'est vraiment très simple, pas plus tard que ce matin, j'avais des tranches de jambon D, B et C. Ben, j'ai pris la B et qui est guère plus chère que les autres. Donc c'est une façon très simple de modifier son comportement. Je pense qu'en matière de réchauffement climatique, on aurait besoin que les chercheurs inventent le Carboscore. Si facilement, quand je vais acheter quelque chose, j'avais des choses qui étaient A, B, C, D, E, ben je ne prendrais pas les E, je prendrais, quitte même à payer plus cher, mais parce que sinon on est souvent démunis et souvent on découvre ultérieurement que des choses qu'on croyait neutres sont en fait bourrées de carbone, etc. On va prendre peut-être les 3 questions en même temps, si vous le voulez bien. Ok. Moi, c'était plus une réflexion sur la question du sens qui a été un petit peu évoquée, mais c'est notre présence au monde. C'est donc une question de conscience. Donc la prise de conscience, elle se fait aujourd'hui beaucoup dans la culpabilisation. C'est bien dommage. Donc à quand la révolution qui obligera les gouvernements à nous éduquer plutôt qu'à nous faire consommer des choses qui sont programmées pour de l'obsolescence ou de la malbouffe, donc arrêter la publicité qui n'est pas favorable à la progression de cette prise de conscience. Et où est la 3e personne? C'est vous, j'arrive. Du coup, vu que vous avez travaillé dans le traitement des eaux, ça serait pour vous demander en quoi le changement climatique serait un obstacle dans le traitement des eaux. Alors, je voulais répondre sur le Nutri-Score et le Carboscore. Je vais déjà répondre là-dessus et j'espère que j'aurai une réponse à vous apporter sur le traitement des eaux. Actuellement, moi je trouve que c'est des bonnes initiatives, ça, parce que la malbouffe, c'est aussi un vrai problème qui touche à notre santé, mais qui touche aussi à toute une série de questions sur notre rapport au monde et le fait de bien s'alimenter avec des produits locaux, des produits de saison, c'est tout à fait pertinent. Le Carboscore, je peux vous dire que aujourd'hui, les labos de recherche, ils sont vraiment conscients, les chercheurs dans les labos de recherche, ils sont conscients de ce problème d'empreinte carbone. Il y a une démarche 1.5 pour les labos de recherche où chaque unité va comptabiliser son score d'émissions de carbone. Donc ça peut, sur l'aspect transport, sur l'aspect utilisation électronique des ordinateurs, etc., etc. Donc ça, c'est mis en place et ça tourne. Et puis je vais vous laisser répondre et puis je vais essayer de revenir sur... Non, justement, je vais réfléchir. Je peux juste rebondir sur le Carboscore. Donc super idée et tout. Après, il y a quand même déjà des grilles assez simples. Hein. La viande rouge, la viande, plus elle est rouge, moins ça a une bonne note. Bœuf, porc, poulet. Les légumes de saison,
et pas transporté en avion depuis l'Argentine. Déjà, les produits le moins transformés possible, c'est des règles qui correspondent assez bien à... Déjà, si tout le monde essayait plus ou moins de suivre ces règles, quoi, je pense que ça irait, ça ferait déjà le job, quoi. Sur la question du sens, est-ce que quelqu'un se sent justement de répondre? Je me sentais un peu interpellé. Je pense que je ne l'ai pas assez dit, mais c'est vrai que c'est ça le vrai sujet, de trouver un sens à sa vie dans ce monde-là. Et après, chacun a le sien. Et sur l'aspect plus global, savoir comment on transmet, par exemple aux jeunes, une réflexion au moins. Après, les pratiques, il faut aussi les accompagner. Donc tout ce qui est indicateur dont vous parlez, je pense que c'est très bien. Il faut toujours se méfier de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire de dire, sous prétexte qu'on va consommer que du A, on va consommer énormément de A. Et là, il y a la question juste de la quantité qu'il faut remettre en cause, parce que cette société, le sens de la vie, c'est, je le disais tout à l'heure, il faut essayer de trouver un autre sens que la propriété, que les objets, que la consommation, dont on ne sait plus quoi faire, et trouver autre chose qui est, je dirais plutôt le prendre soin de soi et des autres. Et ça, il faut le partager en effet avec les plus jeunes, dès le plus jeune âge, à l'école, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit le gouvernement, les hommes politiques qui vont imposer ça. C'est vraiment quelque chose qui doit être diffusé partout au travers du partage et des réflexions qu'on a sur où on veut aller collectivement. Mais tout est bon à prendre, en effet. Tout ce qui va nous aider, c'est vrai que s'il y a un choix de consommation, je vous disais, pour certains, c'est un vrai sujet, mais je sais juste, c'est pas mon domaine du tout, mais je sais que c'est compliqué à calculer, parce qu'il n'y a pas un objet et son empreinte carbone à lui, il y a tout ce qu'il y a autour, l'industrie qui l'a conçu, évidemment, les transports, etc. Bon, il faut se méfier aussi d'un truc qui soit un peu magique, et comme ça, et rien que le Nutri-Store, je sais qu'il a été très débattu aussi, parce que compliqué à établir, donc il faut toujours aussi se méfier des aspects un peu comme ça, qui peuvent paraître simples, mais pas toujours tout à fait authentiques. Mais pour rebondir un peu sur la question du sens, c'est évident que cette crise climatique, elle interroge notre rapport à la nature, qui renvoie fondamentalement à la question du sens. Et se focaliser sur les aspects techniques, sur les solutions techniques, ça peut nous conduire à occulter complètement cette modification du rapport à la nature qui est appelée, vraiment, qui est exigée par cette crise climatique. Donc c'est un aspect absolument fondamental. Et c'est vrai que la manière dont on répond à cette crise, nous permettra ou pas de transformer le sens que nous donnons à notre existence, et qui pourrait être autre que de consommer, produire, croître, au sens de la croissance économique, c'est certain. Voilà. Oui, je voulais revenir sur la question entre le changement climatique et le traitement de l'eau. Je crois que pendant 30 ans, on a travaillé dans le domaine du traitement de l'eau sur la question de la pollution. Et donc, comment éliminer les polluants de la qualité de l'eau, donc notamment les polluants classiques, mais aussi les micropolluants comme les pesticides ou les métaux lourds. Et aujourd'hui, on voit que le changement climatique, il nous amène à une autre question, c'est la quantité. C'est-à-dire qu'on se dit, mais est-ce que cette notion de quantité d'eau, qui ne nous avait jamais effleuré depuis un siècle, elle ne va pas surgir. Et on voit qu'avec les sécheresses à répétition, le problème de la quantité d'eau, il devient crucial. Il arrive à un niveau aussi important que la qualité de l'eau, qu'il ne faut pas négliger malgré tout, et que la récupération d'eau, le fait de stocker l'eau, même de l'eau de pluie, ce qu'on voyait dans les pays tropicaux ou africains ou même d'Europe du Sud, en fait, c'est des choses qu'il va falloir mettre en place. Donc l'adaptation pour pouvoir continuer à irriguer nos jardins et à trouver des solutions. Je crois que nous avons encore 3 questions. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui est dite atteinte d'éco-anxiété a la conscience de son état,
où elle peut faire passer son état, son anxiété, pour un militantisme qui est poussé. Ça veut dire que, comme vous avez évoqué plus tôt, l'exemple de la bouteille d'eau, est-ce que cette personne, elle va juste dire qu'elle est en train de penser à la planète pour cacher son état, ou c'est quelque chose dont elle n'a pas conscience? Merci. Non, mais c'est super. On prend peut-être les deux autres questions, puis vous répondez, professeur. Monsieur. Oui, on a parlé beaucoup de technique. On n'a pas parlé d'économie au sens de l'économie et du modèle économique. D'aucuns se posent la question, qu'est-ce qui peut se passer si on a le PIB qui augmente de moins que 1%, alors que d'autres disent que si on ne fait pas moins de 20% à la baisse, on sera dans le mur. À quel moment, comment on change de paradigme? Est-ce qu'on est psychologiquement et politiquement à même de changer ce paradigme? Dernière question. Merci. Eh bien, ma question va rejoindre la vôtre. On a effectivement évoqué un certain nombre de solutions face à ce changement climatique, du petit geste individuel à la recherche scientifique. Pour autant, il y a une force de régulation qui est la force politique. Et ce que j'aurais envie de vous demander à chacun, peut-être, c'est quelle est la première mesure que vous préconisez voilà, merci. Aux politiques qui sont aujourd'hui en place. À la jeune Alors, fille. pour la première, c'est sur la conscience. Alors, oui, a priori, quand on a une éco-anxiété, on est hyper conscient de son. Alors, vous aviez dit atteint, je vous ai dit, c'est pas une maladie, hein, vraiment. Il faut rester sur des choses je dirais de la proximité avec ce qu'on peut tous ressentir. On peut tous ressentir de l'anxiété. Alors après, il y a des gens qui ont des souffrances autour de ça, qui ont des complications sous forme d'anxiété ou de dépression, mais vraiment, c'est pas dans le champ pathologique au départ. Et donc, il y a en général une hyper-conscience. Alors après, il peut y avoir les liens avec les biais ou le déni dont je vous parlais tout à l'heure, ça peut être un peu ça. C'est-à-dire, en effet, on va déplacer son anxiété vers des actions, vers un discours politique ou autre. Et ça, bon, c'est logique et ça a plutôt c'est ce qu'on appelle quasiment de la sublimation en psychologie aussi. C'est-à-dire qu'on va agir au lieu de rester avec son angoisse. Bon, donc, et c'est là que la bonne solution, ça reste toujours d'en parler, quoi. C'est bien d'agir, c'est bien aussi de dire ce qu'on ressent, et ça, c'est vraiment ce qu'on peut conseiller à tout un chacun. Sur les questions encore plus larges, je pense que vraiment la question de l'économie, elle est complexe, c'est pas mon domaine complètement, mais en effet, il y a à s'interroger sur le modèle économique. Et je pense, enfin certains proposent qu'on peut être quand même dans quelque chose de croissant, parce qu'il y a un gros mot, c'est la décroissance qu'il y a derrière, je sais bien, et les débats, mais on peut avoir une croissance différente qui soit aussi positive, qui soit basée sur d'autres biens, qui ne soient pas des biens de consommation, mais qui soient des biens de bien-être, encore une fois, de prendre soin, etc. Toute l'économie du soin, enfin, on la connaît, c'est le service, c'est l'éducation, enfin, et la santé, évidemment. Donc ça, voilà. Après, comment on fait? C'est une vraie question, et je me garderai, enfin, le programme, c'est compliqué. Moi, je fais plutôt de la politique locale, alors c'est un peu plus facile. Et dans ce cas-là, la politique locale, c'est vraiment de donner la parole aux acteurs. Et je pense que s'il y a quelque chose quand même à faire, qui peut s'appliquer quand même partout, c'est ça, parce que les acteurs, ils savent souvent comment appliquer toutes ces choses un peu complexes sur le terrain. Et forcément, les solutions, elles seront maintenant dans des périmètres quand même plus locaux, quoi, je pense. Et sur la question de l'économie, je suis très loin d'être un économiste et j'ai tendance à bugger complètement sur ces questions-là. Mais par contre, ce qui a été beaucoup porté, notamment par certains politiques, certaines associations, etc., c'est en effet peut-être pas la décroissance, mais une croissance verte. Et c'est le fait de mettre en place tout le nécessaire pour favoriser le développement d'industries, de nouveaux métiers, de nouvelles technologies, etc., qui vont dans le sens de la transition écologique.
Typiquement, je parlais juste un tout petit peu plus tôt de matériaux biosourcés. Je parlais de ces matériaux biosourcés, il faut les extraire, il faut les produire, il faut les traiter, et ça génère une économie. Le recyclage encore balbutiant des matériaux de construction, c'est potentiellement une nouvelle économie. Et je pourrais continuer là-dessus sur beaucoup de domaines. Si on fait plus d'éolien, plus de solaire, là aussi, on est en train de produire de la valeur. Donc il y a tout un... et par ailleurs, c'est un leitmotiv qui a été repris dans le dernier plan, là, je pense, 1000 milliards de dollars, parce que tout est XXL aux États-Unis, de Biden, le fameux Green New Deal, dont justement le but est de faire intervenir l'État pour impulser pour impulser le démarrage d'une économie centrée sur de la création de valeur écologique. Donc il y a certainement une direction à imaginer. Voilà. Après, je ne serais pas capable d'en parler plus professionnellement. Et sur votre décision politique à prendre, est-ce que vous en avez alors, là, pour le coup, je pense que les enjeux sont tellement croisés que c'est difficile d'en choisir une. Mais une qui, en tout cas, moi, me touche particulièrement, c'est la question du commerce international que je trouve absolument aberrant. Nos modes de production, c'est ça ce que je parlais sur le systémique, c'est-à-dire que je veux bien qu'on s'énerve pour une paille, pour la paille en plastique là dans le Coca, ok, c'est pas cool, mais quand je pense que on est capable quand même de produire du coton en Asie centrale, pour ensuite le faire traiter dans je ne sais quel autre pays, pour ensuite le filer dans un autre, l'envoyer au Bangladesh pour en faire un vêtement, puis ensuite l'envoyer en Europe. Enfin, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire à cet endroit-là. D'ailleurs, le commerce international, y compris maritime, il compte pour, je crois, quasiment 20% des émissions, des émissions de gaz à effet de serre. Non ? Non, le transport aérien, oui, il compte pour 2-3%. Mais le transport lié au commerce international, donc routier et maritime. Le CO2 n'est pas local. Je pense qu'on en discutera. Vous pourrez en discuter autour de l'apéro. On va finir avec les décisions politiques de chacun. Donc, je ne sais pas comment ça se traduit politiquement, mais à mon sens, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, en tout cas. Jérôme Blanchard. Pour l'économie, alors pareil, c'est toujours l'angle mort, un peu l'économie, alors que c'est ça qui dirige un peu le monde quand même. Je botterai un peu en touche en vous conseillant un bouquin qui s'appelle New York 2140. C'est de Kim Stanley Robinson, qui est un grand auteur de science-fiction, et qui propose, ça part du principe que la mer a monté de 13 mètres donc, en un siècle et quelques, ce qui n'est pas totalement délirant, hein. Enfin, c'est extrême, mais c'est possible. Ce qu'on appelle de la hard science, quoi. Il part pas dans des délires, quoi. Il utilise l'état de la science. Et en fait, ce qui est assez original avec ça, donc il y a New York qui est complètement inondé, etc. Il y a un crash boursier mondial, et finalement, il y a une sorte de happy end, c'est que les États renflouent les banques, mais en échange, elles prennent des actions, quoi. Donc en fait, les États prennent le contrôle des banques et peuvent ensemble mener ce genre de politique, par exemple contrôle du commerce mondial et tout. Donc il y a quand même, voilà, moi je trouve ça en termes économiques, je trouve ça marrant, quoi, enfin intéressant en tout cas. Et je pense que si j'étais président, je commencerais par criminaliser le greenwashing, parce que c'est une de ces forces qui font que finalement tout effort, c'est dans la lignée, on parlait du tabac tout à l'heure, c'est exactement les stratégies qui ont été utilisées par l'industrie du tabac pour ralentir la vérité, quoi, qui est que c'est un poison. En fait, ils utilisent exactement les mêmes armes. On parlait des petits... Vous savez que l'empreinte carbone individuelle, j'ai découvert ça le mois dernier, je m'en remets toujours pas, c'est British Petroleum qui l'a inventé, ce concept. Et en fait, c'est une façon de dire, c'est pas les industries le problème, c'est pas le système, c'est vous. Et donc, ça rejoint ton histoire
de petites pailles, etc., quoi. Donc il y a vraiment ce côté, et c'est vrai qu'on voit que les industries là, continuent à jouer le côté on fait des voitures propres, voilà. Et enfin, Philippe Arnoux, votre décision politique? Moi, je dirais, comme mon collègue de gauche, qu'il faut faire confiance au terrain, c'est-à-dire laisser plus d'initiatives. On est un pays extrêmement jacobin où beaucoup de choses se décident à Paris, dans les ministères. Et je trouve qu'il faut que les expériences de terrain puissent se faire et que localement, des choses puissent se faire et qu'on laisse faire un petit peu dans le domaine expérimental comme dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'écologie. Et voilà un petit peu ce que je dirais, c'est-à-dire laisser effectivement les acteurs de terrain aussi avoir leur place dans la vision future de la vie, du vivre ensemble. Merci. Il ne nous reste plus donc qu'à vous remercier tous. Merci Philippe Arnoux, merci Antoine Pellissolo, merci Antoine Atala, merci Jérôme Blanchard. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux à la rentrée de Démo et Débat et pour cette fête de la science. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup.